Aujourd'hui, les défis environnementaux exigent des réponses innovantes. De ce fait, il est crucial de garder un œil attentif sur la qualité de nos sources d'eau car elles préservent l'équilibre écologique, soutiennent les écosystèmes et agissent comme des boucliers face aux sécheresses. Cependant, la multiplication des retenues d'eau peut entraîner des conséquences néfastes sur les bassins versants en termes d'accumulation de polluants et de partage de la ressource en eau. Il est donc primordial de les étudier de près afin d'anticiper au mieux les conséquences du changement climatique. Il s'agit notamment de comprendre comment l'accélération des événements extrêmes, crues et étiages, mettent en péril leur durabilité et leur exploitation. Pour répondre à ces problématiques, Extreme Quality présente un projet avec comme objectif principal d'explorer et de surveiller les milliers de lacs artificiels qui ne bénéficient pas encore d'un suivi régulier par les autorités. Aujourd'hui en France, seulement 482 lacs et réservoirs de plus de 50 hectares sont soumis à une surveillance légale de la qualité de l'eau en France, sur une estimation totale de plus de 100 000 retenues d'eau sur tout le territoire. De ce fait, les plus petites retenues d'eau sont davantage négligées et leur impact sur la ressource en eau mal connu. Afin de contribuer à une meilleure compréhension de ces écosystèmes et de leur évolution, Extreme Quality apportera une base solide permettant une prise de décision éclairée pour la gestion et la préservation de nos ressources aquatiques conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Le service fournira une visualisation de la trajectoire des retenues d'eau individuelles et de groupe, ainsi qu'une vue globale des bassins versants pour faire face au changement climatique. La réalisation de cet objectif se fera à l'aide de données issues d'acteurs clés tels que le pôle TEIA, le programme Swataval, le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, le Centre de recherche de la biodiversité et l'environnement. Nous pouvons citer les deux PME ETOI sur la partie indicateurs et Magellium sur les parties spatiales qui contribuent en tant que partenaires industriels sur ce projet. Mais également grâce au partenariat avec les agences de l'eau telles que l'ANA, l'agence de l'eau du Brésil, et l'agence de l'eau Adour-Garonne qui cofinancent le projet Extreme Quality. À l'aide de la constellation des satellites Sentinelle-2 du programme Copernicus et des développements méthodologiques récents, Extreme Quality propose une approche novatrice pour surveiller la qualité des eaux des petites retenues. À partir des images satellites, des cartes de qualité des eaux sont produites indiquant une concentration plus ou moins forte de phytoplancton à l'aide des couleurs. Ces cartes permettent de comparer l'évolution des retenues à l'échelle d'une région et sur des centaines de kilomètres, ou de vérifier l'état d'un lac individuel. Le projet générera ainsi des indicateurs spatialisés afin de classer les retenues selon leur évolution et leur sensibilité aux événements climatiques extrêmes. Il sera possible d'identifier des informations en relation aux pratiques agricoles, à la densité urbaine ou au type de sol qui permettront une gestion et une planification plus robuste de ces retenues. Le projet Extreme Quality sera accessible via la plateforme du CNES, hydroweb.next. Il propose une interface conviviale offrant trois principales nouveautés. L'accès à des informations instantanées sur les retenues, la consultation de leur évolution temporelle et l'identification de leur vulnérabilité aux aléas de sécheresse. Extreme Quality ouvre la voie à une compréhension approfondie de nos écosystèmes aquatiques. Ce service constitue un outil indispensable pour une gestion proactive des ressources en eau en apportant une information nouvelle sur la qualité de l'eau des petites retenues et en identifiant également leur vulnérabilité aux aléas climatiques. Je vous laisse la main, Jean-Michel. Oui, donc bonjour à tous. Bon, donc j'espère que vous m'entendez bien. Bon, l'essentiel du projet a été résumé dans la vidéo. Je vais juste revenir sur certains points. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce projet, donc, il attaque une question originale qui est la question de la qualité des eaux ou de certaines variables de qualité des eaux qui peuvent être observées depuis l'espace. Et on l'applique à des objets qui ne sont pas du tout suivis par les pouvoirs publics, hein. Et donc, notamment ces dizaines de milliers de petites retenues, notamment des retenues artificielles, notamment dans un contexte agricole, qui ne sont pas du tout suivies, que ce soit pour la quantité ou pour la qualité. Sur le volet vraiment technique,
L'idée est de profiter de tout un écosystème en fait de travail qui a été développé avec TIA, avec le CNES et des laboratoires, donc là où je suis, Institut de recherche pour le développement au laboratoire géosciences et environnement de Toulouse, avec le soutien de l'OFB aussi, de la société Magellium. Nous avons mis en place une chaîne de traitement pour suivre la qualité des eaux continentales. Et dans ce projet-là, on la pousse, on essaie d'innover en allant vers des nouveaux objets, donc des petits objets dans le paysage et de suivre donc ces variables de qualité. Et pour ce faire, donc, on utilise différents produits, hein, des produits, par exemple, issus de Maya, par exemple, pour les masques de nuages. J'ai vu cette question passer pour le précédent projet. Et on utilise différents produits déjà disponibles qui sont notamment issus de TEIA et on les pousse pour aller vraiment sur ces petits objets, produire une information innovante. Ça, c'est la première étape, hein, c'est vraiment le travail spatial, je dirais, issu de la donnée spatiale. Et ensuite, on couple ça avec des approches de modélisation et de fouille de données, où on va justement passer sur la partie indicateur, hein, parce qu'évidemment, la carte en elle-même est un produit informatif, mais on pense que pour un gestionnaire, puisque par exemple, l'agence Tour-Garande nous finance une partie du projet, c'est vraiment des indicateurs beaucoup plus synthétiques qui vont les intéresser plus qu'une carte, même si les cartes issues des produits spatiaux sont un des produits attendus du projet. Passer sur la partie indicateur, donc on l'a vu très rapidement passer. Ça, c'est notamment fait avec la PME Etwa, qui est basée à Toulouse, pour comprendre en fait la vulnérabilité de ces pièces d'eau et de ces retenues, notamment aux extrêmes climatiques, hein, puisque c'est quand même l'angle d'attaque du projet, c'est vraiment les extrêmes climatiques, notamment les sécheresses pour les zones agricoles. Donc, en termes de zones d'études, c'est le sud-ouest de la France, hein, donc tout le sud-ouest de la France, donc c'est une large région, hein, qui est suivie par l'agence Adour-Garonne, avec une extension sur le Brésil, pour lequel l'IRD travaille déjà en partenariat avec l'Agence de l'eau du Brésil depuis pas mal d'années. On peut passer, oui, au suivant. Donc, on en est, je dirais, dans une étape intermédiaire du projet. Toute la partie cartographie par satellite a été validée. On a fait un travail de validation grâce à des bases de données déjà existantes. L'agence Adour-Garonne a partagé toutes ces informations. Le laboratoire CRVE à Toulouse aussi, avec des collègues, nous ont partagé leurs bases de données qui ont permis de valider sur certaines variables de qualité des eaux. Donc, ça, c'était très important pour montrer à nos gestionnaires et nos end-users que le produit informatif arrive à une information pertinente. Et donc, on travaille maintenant sur les indicateurs de vulnérabilité. On les sélectionne, on les fait tourner. Donc, on utilise des sorties de modèles, on utilise des indicateurs du paysage, pratiques agricoles, type d'agriculture, etc., définition des bassins versants. Tout ça pour arriver donc à ces indicateurs qui seront mis en ligne. Donc, ça a été une discussion lors des dernières réunions sur la plateforme HydroWeb Next, hein, qui est donc portée par le CNES et qui va déjà fournir d'autres produits aussi de qualité des eaux à l'échelle de la France. Alors, en termes de connexion, je crois que c'est le transparent suivant. Le projet, il se connecte naturellement avec d'autres projets SCO qui ont notamment le projet Stockwater sur plutôt la partie volume, surface. Le projet Extreme Quality aussi estime des surfaces d'eau parce que je dirais que c'est un produit intermédiaire de notre projet. Mais l'idée, c'est que les méthodologies sont partagées, elles ont été développées en commun. Donc, on voit très bien l'interaction avec d'autres projets SCO en cours. Et au-delà, il y a un projet France 2030 là, avec le ministère de la Transition écologique sur la cartographie des réservoirs qui va bénéficier de ce propre projet SCO aussi, avec une partie du consortium qui est déjà en fait commun dans les deux initiatives. Voilà, je crois que c'est ce que je pouvais dire en appui de la vidéo. Évidemment, je peux répondre à vos questions. Voilà, donc si je peux me Alors, permettre, je peux déjà commencer à répondre, peut-être, aux oui, questions, je les vois s'afficher. ouais, on a la question Voilà, d'Adrien, il me effectivement. semble. Mm. Voilà. Donc, effectivement, l'idée est vraiment de travailler sur cette contextualisation des retenues. Donc, ça, c'est notamment ce qu'on fait avec la PME Etwa. Donc, on récupère beaucoup d'informations sur l'agriculture, les pratiques agricoles, pour justement essayer aussi expliquer, hein, évidemment, et un travail de mieux comprendre. Finalement, le satellite va essayer de cartographier l'aléa, c'est-à-dire notamment une eutrophisation, hein. L'idée, basiquement, c'est que cette variabilité au changement climatique et aux extrêmes climatiques
climatique, elle va être aussi modulée justement par le type d'occupation des sols, l'eutrophisation, donc le fait que par exemple une masse d'eau ne soit plus utilisable pour l'irrigation ou pour la potabilité, elle va être aussi fonction évidemment du contexte urbain, du contexte agricole. Donc tout ça, on le prend en compte justement pour la création de ces fameux indices. On a aussi une question de Marc Lénon. N'avez-vous pas des difficultés d'estimation des paramètres couleur de l'eau en zone terrestre à cause des effets d'adjacence? Et justement, donc c'est ce que implicitement je citais, c'est qu'on pousse la chaîne justement sur des environnements où on peut se poser des questions justement sur le signal lui-même. Donc on fait des travaux de mesure radiométriques justement pour vérifier ça, et on vérifie que les effets de la chance sont suffisamment limités justement pour qu'on puisse fournir des paramètres intéressants et suffisamment robustes. Donc ça, c'était une partie du travail, je dirais, de, de, de formalisation de la chaîne pour ces petits objets hydrologiques. Alors, les modèles sont-ils transposables? Oui, en fait, notre équipe, et notamment à l'IRD, on travaille beaucoup sur la ceinture tropicale, par exemple. Donc, on a beaucoup de données en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et donc, ce qu'on va faire là, on pourrait très bien le transposer, et c'est prévu, notamment au Brésil, mais on pourrait très bien le transposer les contextes arides. On a une autre activité, notamment dans des régions semi-arides, ou d'autres contextes, en fait. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, de transposer, c'est même l'objectif. Et donc d'autres pays méditerranéens, oui, effectivement, donc exactement, un contexte plus semi-aride, on a des projets en cours pour étudier, alors, soit dans des questions aussi de turbidité, d'ensablement des lacs, hein, c'est une autre problématique aussi dans les problématiques de milieu semi-aride. On étudie aussi la turbidité et l'eutrophisation ensemble pour répondre à des questions propres à ces environnements. Voilà, je crois que j'ai à peu près. En effet. Merci en tout cas pour la présentation de ce projet très clair. Nous avons encore un peu de temps si vous voulez poser d'autres questions à l'oral ou à l'écrit. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, désolée. En fait, j'ai posé une question et vous avez peut-être répondu, mais concernant l'applicabilité sur, par exemple, des pays comme l'Australie. Oui. Donc effectivement, il n'y aurait pas de limitation par rapport à ça. On travaille beaucoup effectivement sur des milieux arides, semi-arides et en milieu tropical. Alors l'Australie, pas forcément exactement le milieu tropical, mais S'il y a une on a région des tropicale, oui. voilà. Donc en fonction de nos environnements, on a un projet en fait sur des zones semi-arides au Brésil, au nord-est, où on fait beaucoup de collecte de données justement pour augmenter nos bases de données aussi. Donc on a beaucoup de bases de données de terrain aussi qui nous permettent aussi d'ajuster nos algorithmes, notamment sur la partie qualité des eaux. Je vois une question d'ailleurs peut-être qui permet aussi de poursuivre et étendre votre question sur les cyanobactéries. Avec la résolution spectrale de Sentinel-2, on ne peut pas détecter directement des cyanobactéries. On détecte en fait la présence d'algues via le paramètre, l'influence de la chlorophylle en fait sur les propriétés spectrales, la couleur des eaux. Mais on ne détecte pas les cyanobactéries parce qu'il manque une bande spectrale plutôt située vers 620 nanomètres, donc dans le jaune-orange. Donc il faudrait essayer de profiter d'autres plateformes. Alors il existe des plateformes comme Sentinel-3, mais qui elles ont des résolutions bien trop basses en fait pour regarder ces petits objets. Donc là on est un peu à la limite, mais rien n'empêche de regarder aussi ça avec des drones par exemple. On pourrait très bien faire le même travail avec des drones. Alors évidemment, on ne va pas travailler à une échelle régionale, mais on a déjà publié des travaux sur la détection de cyanobactéries dans le cadre de tanks de pisciculture, par exemple, de réservoirs de pisciculture. Donc, c'est évidemment une autre chaîne de traitement. Hein, c'est pas du Sentinel-2, mais on peut regarder d'autres types de données pour regarder plus spécifiquement vraiment la présence de cyanobactéries. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ah. Alors, je vois une deuxième question Nmap. Donc, Nmap, dans nos premiers résultats, je dirais, avec Nmap, on a encore des signaux, signal bruit, en fait, pas assez satisfaisants pour regarder, en fait, ces objets. Hein, l'eau est, en fait,
un milieu très absorbant avec une albedo très faible. Et ces données hyperspectrales, pour l'instant, ne sont pas très euh, en- encourageantes, en tout cas sur les eaux continentales pour faire ce type d'application. On a beaucoup de bruit, en fait. Mais ça fait partie des types de données qu'on pourrait regarder dans le futur, éventuellement si les traitements s'améliorent ou les capteurs eux-mêmes. N'hésitez pas à intervenir si vous avez encore des questions. En tout cas, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, l'idée, c'était d'apporter une information vraiment nouvelle pour tous ces dizaines de milliers de lacs, en fait, de petites retenues qui ne sont pas du tout suivies. Alors, on a d'autres scopes qui commencent à attaquer cette question sur la partie donc, volume, hein, quantité, comme je le disais. Et donc, on espère avec cette partie qualité de fournir une autre information. Et évidemment, l'idée, ce serait d'intégrer tout ça, et notamment la plateforme HydroWave Next pour être vraiment parfaite pour avoir cette intégration de ces différents produits. Merci beaucoup en tout cas Jean-Michel pour votre intervention. Merci. Juste une dernière question. Quand tu parles de quantité, c'est quoi? C'est la quantité de le volume d'eau qui est existante ou... Surface déjà, et puis Ouais, volume, hein, le projet Stockwater, je d'accord. crois, lui, essaie d'en déduire des volumes. À partir de la cartographie multitemporelle, on essaie de reconstruire un volume, en fait. Et donc, ça peut être les deux côtés. La surface comme indicateur du volume ou, direct, ou alors indirectement le volume lui-même.